Et les enjeux de mobilité et d'environnement en sont bien sûr l'illustration. C'est dans ce cadre que, alors, sur cette dimension, dépasser les dynamiques locales centrées sur les communes, on réfléchit actuellement à la mise en place d'une convention citoyenne locale intercommunale, avec un certain nombre de communes autour du Pays d'Aix, et plutôt dans le nord du Pays d'Aix. Alors c'est dans ce cadre que nous participons aux travaux de notre TER-PACA, en lien, et je veux le citer ici, avec un collectif animé par Jo Cavallo, qui n'est pas présent, mais qui regroupe notamment le collectif Climat, la FNOT, qui s'est exprimé tout à l'heure, Écopole Énergie, qui s'est exprimé aussi avec M. Debar, la Fédération du CIQ, UFC Que Choisir, etc. Alors dans ce cadre-là, on est vraiment l'illustration d'une déclinaison locale de tout ce qui vous a été présenté. Et il nous paraît utile de raisonner à 3 niveaux dans ce cadre-là. Le premier, c'est de parler de la liaison Pertuis-Aix-Rognac, au-delà de la liaison Aix-Rognac, parce qu'il nous semble, si on arrive à raisonner Pertuis-Aix-Rognac, ça veut dire qu'on va mettre dans les mots et dans l'esprit de tout le monde la nécessité de poser les enjeux de mobilité et d'environnement sur l'ensemble de la ligne au sein du Pays d'Aix. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il nous paraît aussi nécessaire de poser dès maintenant la question de la tarification pour rendre accessible l'usage du train à tout le monde. Et il ne faut pas que cette question de la tarification vienne dans un deuxième temps, une fois qu'on aura décidé l'ouverture de la ligne. Il faut qu'elle soit instruite dès maintenant. Et ça renvoie à des enjeux, bien sûr, qui concernent nécessairement les élus, notamment. Et puis, dernière caractéristique de nos actions, pour amorcer la pompe sur le terrain, nous voulons peser pour la réouverture immédiate de la ligne, de la gare SNCF de Venelle. Alors, on a lancé la semaine dernière une pétition citoyenne pour montrer la mobilisation des habitants et puis pour accélérer les prises de décision des élus et de la SNCF. Cette pétition, elle est là, elle a été mise en ligne également. Si vous voulez la signer, bien sûr, vous êtes les bienvenus. Alors, pourquoi la réouverture immédiate? Pour 3 raisons. Première raison, la halte ferroviaire de Venelle était inscrite, ainsi que celle de la Calade, dans le contrat de plan État-région 2015-2020, avec un doublement de la desserte actuelle. C'était inscrit comme ça, en les termes mêmes. Elle a disparu dans le nouveau contrat. Elle est inscrite actuellement dans le PDU du Pays d'Aix 2015-2025, mais pour le moment, on ne voit rien venir. Par ailleurs, la mairie de Venelle est favorable à la réouverture de cette halte, et elle s'est engagée sur l'inscription de la halte ferroviaire dans la liste des gares à rouvrir. Mais on n'en connaît pas l'échéance. Oui, il y en a qui ont dépassé. Deuxième raison. Actuellement, il passe à Venelle 2 lignes. La ligne Marseille-Aix-Briançon et la ligne Marseille-Aix-Pertuis. 8 allers-retours par jour. Les trains s'arrêtent à Mérard, ils ne s'arrêtent pas à Venelle. L'arrêt à Venelle est peu coûteux. Alors pour les techniciens qui connaissent, on parle de quai métallique, c'est d'un niveau financier peu élevé, et ça peut se mettre en place dans le trafic actuel. Troisième raison, l'autoroute, bien sûr, on en a parlé, est totalement saturée, matin et soir à hauteur de Venelle, avec pollution sonore, climatique, qui ont des conséquences sur l'environnement, sur la santé, ça a été évoqué, sur la mobilité, sur la qualité de vie. Juste un point de repère, les personnes qui sont quotidiennement prises dans les bouchons à hauteur de Venelle, elles perdent l'équivalent de 10 jours par an. Voilà. Alors, j'ai juste un petit mot de conclusion, une demi-seconde.
Donc, la réouverture immédiate de la halte, ça s'inscrit dans ces enjeux. Elle est un appui dans l'argumentaire de l'ouverture aux voyageurs de la ligne Pertuis-Aix-Rognac. Elle ne doit pas venir dans un deuxième temps. Si on l'ouvre, on peut l'ouvrir aujourd'hui, dès maintenant, et lorsqu'elle sera ouverte, ce sera un élément positif dans l'argumentaire de l'ouverture de la ligne. Merci. Merci Jean-Louis. Donc on va passer, on va aller un petit peu plus loin que Pertuis et on va traiter un peu de la desserte d'un pôle important aussi dans la région de Cadarache. Oui, bonjour. Donc, je suis Michel Villermoz de l'association Mobilité Alpine et nous, notre secteur de prédilection, c'est plutôt la zone rurale. Nos réflexions ont permis de prendre en compte l'usage des différents moyens de transport. On a réalisé une étude assez complexe aussi sur les tenants et les aboutissants, et notamment en utilisant les moyens ferroviaires pour parvenir à quelque chose de peut-être plus performant, et en prenant en analyse ce que tout le monde connaît ici, c'est-à-dire comment on traite le dernier kilomètre, comment se font le dernier kilomètre, parce qu'aujourd'hui, un des axes forts et un des éléments incontournables justement du transfert de la voiture sur un autre mode de transport collectif, c'est comment on fait le dernier kilomètre pour aller chez soi, au boulot ou au supermarché. On réfléchit également à une meilleure couverture de l'offre sur le 04 pour ce qui concerne les bus, en gardant à l'esprit la contrainte financière, donc il y a un gros travail qui est fait. Mais depuis notre territoire alpin, on ne peut pas passer sous silence le sujet du site atomique de Cadarache, où les mouvements sont considérables. Imaginez qu'actuellement, une commune comme la commune de Vinon-sur-Verdon, aux heures de pointe, voit passer 15 000 mouvements routiers en plein cœur du village. Voilà. Et ça, c'est que Vinon, c'est-à-dire que c'est un côté des Alpes. Il y a aussi ce qui arrive par l'autoroute, ce qui arrive par le sud. Donc, on est parti de l'analyse, en fin de compte, au niveau salarial, pour savoir effectivement qui travaillait sur le site atomique. Alors, le site atomique, c'est pas que Cadarache, c'est Cadarache, ITER et la Cité des Énergies. Ça représente aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, 8 000 emplois directs. Sur les 8 000 emplois directs, vous avez 2 500 emplois qui sont des salariés directs de Cadarache. Après, vous avez les entreprises qui travaillent de façon permanente de Cadarache. Vous avez ITER et vous avez la Cité des Énergies. Donc 8 000 emplois directs et chaque jour, ou pratiquement, il y a 2 000 personnes en plus qui viennent se rajouter à ça dans le cadre des chantiers occasionnels qui se passent sur le site. Donc, côté moyen alternatif à la voiture individuelle, tous les jours, les cars de l'organisation ITER Cadarache transportent du personnel. Alors, un petit exemple, tous les jours, il part de Marseille Centre, à la gare Saint-Charles, il part un car avec 70 personnes à bord, donc le car, il est plein à bloc. 70 personnes sur la ligne des Alpes, c'est la moitié d'un autorail, pour donner une comparaison sur ce qui se fait. Mais ça, c'est une seule liaison. Il y a 29 autres liaisons où le coefficient moyen d'occupation dans les bus est de l'ordre de 50 à 60%. C'est-à-dire que sur la totalité des gens qui travaillent à Cadarache que je vous ai donné, aujourd'hui, les bus qui vont sur Cadarache représentent moins de 1000 personnes. Donc on est donc dans une situation qui coûte assez cher à l'organisation, et nous on voit souvent l'affaire par l'aspect économique, ça coûte assez cher à l'organisation pour finalement se retrouver avec une autoroute, avec des blocages sur l'entrée de Cadarache, y compris sur les voiries principales de l'autoroute, et ça apporte visiblement pas les solutions, je dirais, qu'on est en droit d'espérer. Donc, nous, si vous voulez, ce qu'on essaye de provoquer, c'est une analyse des moyens existants et des investigations sur quelque chose qui serait plutôt un transport d'avenir pour pouvoir desservir le site atomique de Cadarache, c'est-à-dire avoir une perspective, effectivement, de permettre aux gens qui habitent un petit peu loin de se retrouver dans un moyen collectif. Parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'entre 1960 et aujourd'hui,
les gens habités dans du collectif, aujourd'hui, ils sont répartis sur tout le territoire, d'où l'intérêt de traiter le dernier kilomètre. Voilà. Et donc, l'intérêt de la méthode utilisée par Notaire PACA, pour l'exemple qui nous est soumis, donc ex-Rognac, et que quelque part, elle fait l'inventaire des actions réalisées. Ça, c'est déjà pas mal, parce qu'en fait, on s'aperçoit que des actions réalisées, il y en a depuis 20 ans, voire plus si affinité. Elle fait aussi l'inventaire des engagements qui ont été pris, parce que si vous allez fouiller dans les dossiers, vous allez trouver effectivement qu'à un moment donné, on a dit on fait. Ça, c'est pas fait. Et puis, elle fait aussi l'inventaire des sources de financement. Et donc, à l'instar de ce qui nous est proposé aujourd'hui, Mobilité Alpine pourrait enrichir ses propres études en développant ce concept d'investigation, parce que c'est vraiment une enquête qui a été réalisée. Et on pensait par exemple à un petit morceau dans les Alpes d'Haute-Provence, la route nationale 85 entre Malijai et Digne, où de loin en loin on met des sous et on ne sait pas vraiment combien on met. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai été chercher un peu ce que ça donnait. En l'espace de 15 ans sur ces 20 km, il s'est mis plus de 100 millions d'euros de finances publiques pour 20 km. Je veux dire, c'est fabuleux, quoi. C'est-à-dire qu'on dit faire une desserte ferroviaire, ça coûte des sous, mais la route, ça coûte rien. Voilà. Donc, dans l'esprit donc de ce qui nous est présenté aujourd'hui, ça permettrait d'attirer l'attention sur quelques vérités quant à l'usage possible d'autres solutions alternatives, parce que c'est un peu ça ce qu'on revendique aujourd'hui, visant des choix d'avenir. Donc merci à Notaire PACA pour ce travail qui éclaire de façon intéressante un sujet ô combien important pour la mobilité du quotidien, je le crois. Je vous remercie. On va passer à un autre secteur de la région qui est assez important aussi, avec M. Seguin qui va nous parler de l'agglomération toulousaine. Oui, bonjour, je m'appelle Alain Seguin, j'habite à Sifour-les-Plages et je suis membre d'un collectif d'action citoyenne dans lequel je co-anime des actions liées au déplacement. Tous les modes de déplacement, que ce soit vélo, piéton ou bus. Et on a eu l'occasion d'intervenir également dans la concertation, dans l'enquête publique liée à la LNPCA. Sur tous les sujets que j'ai évoqués, sur tous les problèmes de déplacement, nous sommes en relation avec la mairie de Sifour et la métropole que nous rencontrons régulièrement. Alors pourquoi intervenir aujourd'hui dans cette réunion? Tout simplement parce que les habitants de Sifour, dans le cadre de leur déplacement, vont travailler à Marseille ou à l'est de Toulon. Pour certains, ils empruntent le train. Donc j'aborderai la situation d'un Sifournais se déplaçant en heure de pointe. Lorsqu'un Sifournais part de chez lui pour se rendre à la gare la plus proche, par exemple au lieu de Sanary, il peut utiliser différents modes de déplacement. La marche, difficile en raison des distances. Le vélo classique ou électrique, mais pas de garage sécurisé en arrivant à la gare. Un bus du réseau Mistral, pas possible. Il n'y en a pas. Une métropole toulonnaise et une communauté de communes de Sud-Saint-Baume qui n'arrivent pas à s'accorder pour faire circuler un bus, pour en faire circuler un sur une distance de 2 km quand même. Hein. Donc, il reste la voiture spécialement achetée pour faire ce seul trajet domicile-gare. Mais attention, ne pas arriver trop tard, car les parkings de la gare et du quartier sont saturés. Certaines difficultés que je viens d'évoquer pourraient être réglées rapidement, et je dirais même tout simplement avec un peu de bonne volonté. Enfin, nous retrouvons notre Sifournais sur le quai de la gare, qui doit prendre un train pour Marseille, souvent bondé. De plus, ce train circule sur une ligne Toulon-Aubagne saturée en heure de pointe, avec tous les risques de perturbation liés à cette saturation. Notre Sifournais vient enfin d'arriver en gare de Marseille-Saint-Charles, qui est également saturée en heure de pointe. Fin d'un parcours à fort risque de perturbation. Il y a des solutions peut-être relativement simples, même des fois, du moins simples, avec un financement beaucoup plus léger que les phases 1 et 2 de la ligne nouvelle. Hein. Pour régler la problématique des trains bondés, il est peut-être possible d'allonger la longueur des trains en allongeant peut-être tout simplement et éventuellement la longueur des quais. Pour régler le problème de saturation de la gare de Marseille, il y a un système qui était utilisé par le passé. Il suffirait peut-être de diamétraliser certains tiens-là, par exemple Toulon-Biramas, sans passer à Saint-Charles, et en utilisant un peu plus la gare de Marseille-Dancard, qui est quand même un pôle d'échange
qui aujourd'hui, en termes d'organisation, avec le tram, le métro et les bus, est très bien organisée. Alors maintenant, cette ligne Marseille-Aubagne-Toulon est saturée. Pourquoi? À cause du rattrapage de trains lents, TER, par des trains plus rapides, TGV ou intercités, avec impossibilité pour ces trains rapides de doubler les trains lents avant Toulon ou Aubagne en raison de l'absence d'installation adaptée. Installation adaptée qui s'appelle Alterna. Des solutions réalisables à court terme sont possibles en travaillant sur les installations ferroviaires existantes de la gare de Saint-Cyr. Travail qui n'est pas incompatible avec les phases 1 et 2 de la LNPCA, mais complémentaires. Enfin, une solution pour réduire rapidement la saturation de la ligne Aubagne-Toulon, l'utilisation des voies d'évitement de la gare de Saint-Cyr, qui existe, avec la création d'alternats. Nous avions fait des propositions lors de la concertation et de l'enquête publique concernant les phases 1 et 2 de la LPCA. Une seule solution a été étudiée, la solution proposée par la maîtrise d'ouvrage lors de l'enquête par la maîtrise d'ouvrage. L'utilisation des installations de la gare de Saint-Cyr permettrait de tester rapidement de nouvelles organisations de gestion du trafic de la ligne Aubagne-Toulon. Référence un peu à ce qui se fait à Bordeaux. Là, au niveau de Saint-Cyr, on voit qu'il y a quand même il n'y a pas qu'un seul train qui circule sur cette ligne. Il y a des TER, il y a des TGV et il y a des fret. Souvent, ces trois entités ont des objectifs peut-être des fois un peu différents. Il faudrait peut-être les mettre autour de la table pour qu'ils discutent et que chacun essaye de faire des concessions par rapport à l'autre. Et en particulier, nous, la question qu'on se pose, c'est de savoir si vraiment il faut arrêter des trains fret dans cette gare, parce que le fait de refaire des voies très longues à Saint-Cyr fait que le projet impacte énormément la ville de Saint-Cyr et qu'il serait impossible de rajouter des alternats parce qu'il y aurait un impact encore plus important. Je pense que voilà. Ce que je voudrais vous dire, c'est également quelques autres pistes d'amélioration rapide des déplacements, parce que là, on parle de 2037, mais quand on voit comment fonctionne l'intermodalité, avec des dessertes multimodales, intermodales coordonnées, rapides et confortables, et en particulier une bonne coordination des horaires minimisant les temps de correspondance TC-TC, transport en commun. Organiser une véritable synergie entre le développement urbain et le développement du TER ou du RER, avec l'aménagement de pôles d'échange conçus non pas comme une simple juxtaposition de modes, mais pour assurer une véritable intégration des modes, train, bus, car, voiture, vélo, piéton. Rendre compétitives les dessertes de bout en bout grâce à l'intermodalité. Diffuser une information multimodale claire et précise et fiable, tant en situation normale qu'en situation perturbée. Au niveau du collectif d'Action citoyenne de CIFO, nous ne prétendons pas détenir la solution, mais nous souhaitons tout simplement apporter notre contribution de voyageurs dans un débat qui nous concerne. Merci de votre attention. Merci à tout le monde pour ces témoignages qui sont, je pense, qui illustrent bien la problématique et le fait que ça peut être